présentation était intitulée très largement là, l'effectivité du régime de santé et de sécurité du travail en matière de santé mentale. Quel rôle pour l'acteur syndical? Là, pas le titre de ma thèse, puis c'est un work in progress, comme on dit. Ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de vous présenter rapidement le contexte de ma recherche. À la vitesse de la lumière, je vais vous parler un petit peu de mes indicateurs conceptuels que sont la notion d'effectivité du droit et du rôle de l'acteur syndical en matière de santé et de sécurité du travail, que j'intitule pour l'instant l'acteur substitut. Vos commentaires seront les bienvenus. Puis je vais donner un exemple en lien avec mes résultats préliminaires de ma recherche par rapport au régime d'indemnisation des lésions professionnelles. Alors, ma question de recherche, comment l'acteur syndical participe aux finalités du régime québécois de santé et de sécurité du travail en matière de santé mentale? Donc, je m'intéresse au régime de santé et de sécurité du travail, qui est un régime à double face, avec d'un côté la prévention et de l'autre l'indemnisation, qui sont deux régimes administrés par deux lois distinctes, donc la LSST en prévention, la loi sur la santé et la sécurité du travail, et la LATMP en indemnisation, loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Et dans le cadre de ma thèse, donc, je m'intéresse spécifiquement à comment ces deux régimes de droit-là se déploient en matière de santé mentale. J'ai décidé de me pencher sur les enjeux de santé mentale parce que c'est une question d'actualité, évidemment, mais aussi parce qu'un an après le début de ma thèse de doctorat, il y a eu donc l'adoption de la LMRSST, la loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, qui est venue modifier quand même de manière importante le régime au complet. Excusez, je vois mes notes, puis là, ça m'angoisse. Le régime de santé et sécurité, notamment sur les questions de santé mentale. Aussi, je trouvais ça intéressant de réfléchir les deux facettes de ce régime-là ensemble parce qu'elles sont souvent étudiées, disons, distinctement, mais elles se répondent énormément là, dans leur mise en application. J'ai mené une étude de cas multiples, donc auprès de 4 syndicats locaux dans 4 syndicats assez différents les uns des autres. Donc, dans un syndicat qui représente des paramédics qui dispensent des soins préhospitaliers, qui représente des employés de soutien dans un établissement d'enseignement postsecondaire, des travailleurs, travailleuses de bureau dans un établissement privé et des techniciennes et professionnels de soins, donc dans un établissement de santé. Puis j'ai rencontré les personnes qui jouent un rôle dans la santé et sécurité du travail au sein du syndicat local. Et j'ai élargi parce que des fois, il y en avait qui jouaient un rôle de manière assez ponctuelle. Donc, en tout, j'ai rencontré 14 personnes, j'ai fait des entretiens et quelques observations et j'ai mené mon terrain donc entre avril et novembre 2023, donc plus d'un an après l'entrée en vigueur du régime intérimaire. Alors, très rapidement, pour mes indicateurs conceptuels, j'ai retenu la notion d'effectivité du droit comme Guy Rocher l'entend, avec d'un côté l'effectivité attendue et de l'autre l'effectivité observée. Pour l'effectivité attendue, on en parle souvent comme étant l'intention du législateur. Or là, j'ai décidé de me pencher plutôt sur en fait, les finalités protectrices, le droit du travail a plusieurs finalités, mais notamment donc protectrices en matière de droit du travail et plus spécifiquement par rapport au régime de santé et de sécurité. Et pour l'effectivité observée, on se décale du droit tel qu'il est écrit, on regarde le droit dans les faits, ce que des chercheurs ont appelé les modes de réception du droit dans la sphère sociale. Et mon petit défi que je trouvais sur le plan conceptuel, c'est que dans la plupart des études menées en matière d'effectivité du droit, les facteurs d'effectivité s'articulent autour des destinataires de la norme ou autour de l'appareil étatique qui est chargé de l'application de la norme. Or là, l'acteur syndical, en matière de prévention, son rôle, il est encadré par la LSST, notamment, on dit comment est-ce qu'il va pouvoir participer à la mise en œuvre des mécanismes de prévention et de participation, mais ce n'est pas lui le destinataire de la norme protectrice de cette loi-là. Et en matière d'indemnisation, son rôle est très, très peu encadré. D'ailleurs, son devoir de juste représentation ne s'applique pas en matière de santé et de sécurité du travail. Donc, je trouvais intéressant de m'y pencher à cet acteur-là, qui est un acteur classique du point de vue du droit du travail, qui a un rôle clé en matière de représentation, de défense des intérêts des travailleuses et des travailleurs, mais en matière du régime de santé et de sécurité, on en sait un petit peu moins. Il y a eu des recherches en prévention, notamment par Geneviève Barry-Gingras et Dubois-Ouellette, mais en matière du régime d'indemnisation, on en sait beaucoup moins.
Donc, je vous ferai grâce ce matin de ce schéma approximatif, mais donc qui vous présente mes effets attendus, mes effets observés. Je parle dans ma thèse donc des défis et des stratégies de l'acteur syndical pour tendre vers les finalités du régime. Mais là, pour les fins d'aujourd'hui, j'ai comme fait un petit mélange entre mes défis et les stratégies. Donc, pour les effets attendus, hem, donc on a les 2 régimes, qui s'appliquent. Pour les fins de la présentation, je vais me concentrer sur celui de la LATMP qui, pour les personnes hors Québec, là, peut-être quand même vous donner un petit peu de perspective, est une loi, donc qui est vraiment un enchevêtrement de normes administratives et de normes procédurales et substantives qui viennent établir des critères d'admissibilité, les conditions pour avoir accès au régime, mais qui prévoit aussi des indemnités, le droit de retour au travail, de la réadaptation sociale, professionnelle, bref, quand même assez essentiel. OK. Donc, quand je regarde comment, quand les syndicats s'inscrivent par rapport à ces finalités-là du régime, j'ai donc identifié des moments où l'acteur syndical intervient. Il peut intervenir d'abord dans le cadre d'une réclamation, puis là, je dis tous les syndicats, mais en fait, là, c'était tous les syndicats à l'étude, qui offrent un service de représentation par avocate ou avec un conseiller ou une conseillère syndicale, donc qui est lié plutôt à la centrale ou à la fédération à laquelle ils sont affiliés. Donc, un dossier de contesté d'une réclamation pour une lésion professionnelle la personne pourra se faire représenter par un avocat ou une avocate. Par contre, dans les syndicats que j'ai rencontrés, tous offraient aussi un soutien, là, il y a une faute, alors je m'en excuse, plus personnel, mon Dieu, au secours. Euh, mais voilà. Mais donc, un soutien de proximité, si on veut, où on avait une personne représentante syndicale, donc qui faisait vraiment partie du syndicat local, qui était attitrée à ces dossiers-là pour supporter les gens, les aider dans leurs questionnements, quand il y a des contestations, quand il faut soi-même peut-être déposer une contestation à la CNESST par rapport à une décision qui vient d'être rendue dans le cadre du dossier. Et c'est vraiment un service clé à mon sens parce que c'est un processus qui est éminemment complexe, qui peut se judiciariser. Puis quand il se judiciarise, bien là, on peut avoir une accumulation de dossiers, de décisions qui sont rendues par la CNSST. C'est quand même très difficile à naviguer. Et évidemment, donc, un service clé, mais vous pouvez vous douter qu'il peut y avoir une tension parce que dans deux des syndicats, en tout cas où j'étais, les personnes en charge d'offrir ce service-là de proximité étaient aussi en charge de la prévention des lésions professionnelles dans leur métier. Donc là, il y a une tension entre l'investissement dans un dossier où on a une personne qui a besoin de soutien et de l'autre, ben, de mettre en place des mesures au sein du milieu de travail en matière de prévention. Et dans un des syndicats, il y avait des mesures vraiment proactives qui ont été mises en place. Puis ça, c'est quand même un exemple qui ressort beaucoup là, dans mes résultats. Chez les paramédics, euh, évidemment, c'est des travailleurs qui sont exposés à potentiellement des événements traumatiques dans le cadre de leur travail. Et dans ce syndicat-là, on a une personne en charge des dossiers d'indemnisation et une personne en charge des dossiers de prévention. Et la personne en charge des dossiers d'indemnisation, quand il y a un refus de la CNESST, parce qu'il y en a quand même beaucoup, elle va intervenir directement auprès de la décision de la révision administrative, la DRA, qui est comme un petit peu notre instance d'appel au sein de la CNESST, pour faire des représentations directement auprès du réviseur pour, par exemple, expliquer non, le cadre normal du travail, c'est pas d'être exposé à tel genre de situation ou oui, peut-être que le médecin traitant a rendu tel diagnostic, mais on est dans une situation d'un cumul d'événements, etc. Donc, ils font ce travail-là pour vraiment intervenir le plus rapidement possible pour des travailleurs qui ont besoin de soins psychologiques rapidement. Et ça, je trouvais ça particulièrement intéressant parce que le syndicat, au fil des années, c'est quelque chose qui développe depuis plusieurs années, semble en tout cas s'être positionné comme la ressource à aller voir quand on a un enjeu qui se présente, notamment en matière de santé mentale. Je passe rapidement sur le soutien en réadaptation et en retour au travail parce que ça fut en fait un défi empirique étant donné l'importante sous-déclaration des lésions.
Donc, les lésions psychiques sont largement sous-déclarées, ce qui fait en sorte que le syndicat semblait pas particulièrement les syndicats avaient très peu mis en place des mesures spécifiques en cas de retour au travail après une lésion psychique. Ça nous amène néanmoins à avoir une réflexion sur les facteurs de risque et qu'est-ce qui est mis en place quand on a une personne qui revient d'un arrêt de travail, donc qui ne passerait pas par le régime de santé de sécurité, mais qui donc vont aller sur l'assurance salaire, par exemple. Mais si on n'intervient pas sur les facteurs qui créent des lésions dans le système, dans le milieu de travail, ben, il risque d'avoir un retour au travail qui va peut-être être ineffectif si on n'a pas agi sur la situation de harcèlement, de surcharge de travail, etc. Et dernier élément, en fait, c'était par rapport à la sous-déclaration, donc que j'ai mentionné, qui est évidemment un phénomène intangible qui se compose de plusieurs facettes. L'une de ces facettes-là est liée, à mon sens, au fait que il y a certains travailleurs qui ne percevront pas leurs lésions comme étant de nature professionnelle pour plusieurs raisons. Et là, je donne deux exemples assez simplistes de ce que les syndicats faisaient. Il y en avait qui avaient décidé d'agir sur le formulaire de déclaration. On a regardé ensemble les formulaires de déclaration, puis souvent, c'est un bonhomme allumette, puis là, il faut entourer le lieu de la lésion. Fait que c'est sûr que si je vis du harcèlement psychologique, du harcèlement sexuel, de la surcharge de travail, je ne vais pas encercler ma tête et dire je pense que j'ai subi une lésion psychologique. Donc, il y avait ce phénomène-là. Certains syndicats voulaient agir là-dessus, d'autres c'était pas vraiment dans leurs préoccupations, mais ça me semble quand même une manière d'informer les travailleurs sur ça. Et l'autre élément qui était en fait une mesure qui était assez peu déployée, c'était la formation des travailleurs. C'est quoi un accident du travail? Dans quelles circonstances est-ce que ça peut mener à une lésion psychique? Ça, c'était très peu déployé, puis il y avait même une méconnaissance au sein de certaines personnes représentantes où on me disait, ben, si il faut vraiment que ce soit uniquement lié au travail, la personne, si elle arrête, puis là, tu te dis, ben, c'est pas ça les critères jurisprudentiels, mais bon. Et donc, c'est des actions quand même simples, mais qui se déploient évidemment sur fond, donc, de ce dont je parle, qui est, disons, des failles dans le système d'indemnisation quand il est question de lésions psychologiques. Donc, on a un régime qui est, disons, plus ou moins bien adapté pour y répondre en raison de la sous-déclaration, de la sous-reconnaissance aussi par la CNESST, par le TAT, des lésions psychiques et dans un contexte pré-réforme de la LMR-SST, en tout cas, on avait aussi une prévention primaire assez sommaire, voire inexistante en matière de santé mentale. Donc, à mon sens, on a cette nécessité-là. Quand on a un recours curatif qui fonctionne plus ou moins bien, ben, il faut tabler sur la prévention. Or, c'est pas simple et ça m'amène à mon tout dernier point qui est la capacité de certaines organisations syndicales à aborder la santé mentale dans le cadre de campagnes de négociation collective, de mobilisation autour des questions de santé mentale pour collectiviser ces enjeux-là, ce qui engendre, à mon sens, à un certain point, une déstigmatisation aussi au fil du temps. Et je donne l'exemple encore des paramédics. Évidemment, c'est le plus évident, puis il y a des subtilités qui ne sont pas applicables à tous les milieux de travail, mais je pense que ça permet quand même de voir un potentiel là-dedans. Le syndicat auquel j'étais a été créé dans un contexte où il y avait des suicides de travailleurs en raison de leur détresse psychologique. Et le syndicat s'est créé pour faire en sorte que l'employeur prenne ses responsabilités face à cette situation-là. Et donc, il y a eu des campagnes de mobilisation, de négociation, d'inclusion dans les conventions collectives, de lettres d'entente, finalement de dispositions pour que l'employeur prenne des mesures pour agir. Et ça semblait assez clair auprès des personnes rencontrées que ça a fait en sorte que le discours s'est ouvert sur la santé mentale chez ces travailleurs-là et ça a fait en sorte qu'il n'y avait plus un stigmate aussi lourd sur la dépression qui peut être vécue, par exemple, par les travailleurs en raison de leur travail. Et donc, ça laisse croire qu'une action structurée autour de la prévention des lésions psychiques peut peut-être mener, oui, à une déstigmatisation et aussi à une collectivisation de ces enjeux-là. Et je conclus sur le fait que pour plusieurs des personnes rencontrées, le fait d'avoir inclus les risques psychosociaux était vu comme une réelle opportunité pour enfin agir sur leurs conséquences. Donc, pour une meilleure reconnaissance des lésions psychiques.
Puis là, je vais donc être pas la je pense que dans tous les panels où j'ai été, tout le monde a repris la phrase de Judy Fudge qui disait: «Rights without power are empty promises». Alors, c'est moi qui le fais dans ce panel-ci. Mais pour moi, c'est là parce qu'en fait, la LSST, elle permettait déjà la prise en compte des risques psychiques depuis 2002, là, la décision Bel Air. Et puis, mais ça a très peu été mobilisé. Et là, on a des outils qui sont clairs, qui sont dans la loi et il y a comme un appel, je pense, à l'action d'investir vraiment le champ de la prévention des risques psychosociaux, qui n'est pas une tâche facile, mais qui n'est pas non plus une tâche impossible. Et je pense que l'acteur syndical est tout désigné pour intervenir en la matière et j'arrête là-dessus.